Bonjour à tous, ici Marie, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Hors Miroir. Bon, cette semaine, on va aborder un sujet épineux, un sujet douloureux pour beaucoup d'entre vous. J'avoue qu'à la base, j'avais pas spécialement envie de faire un épisode là-dessus parce que, en fait, j'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos, mais j'oublie souvent qu'il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui n'ont peut-être jamais regardé mes vidéos sur ma chaîne YouTube, qui m'ont vraiment découvert avec cette plateforme. Et d'ailleurs, je vous remercie, vous êtes là, bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, je vais vous parler des ruptures amicales. Ces moments, en fait, où tu penses que ton amitié est solide, tu donnes toute ta vie à tes amis, des gens que tu considères quasiment comme des membres à part entière de ta famille, et l'amitié se termine. J'ai remarqué avec l'expérience et le temps des années que parfois une rupture amicale pouvait être encore plus dévastatrice qu'une rupture amoureuse, alors qu'elle est clairement sous-cotée. Tout le monde a l'impression que perdre des amis, c'est normal, que les amis, ça va, ça vient, mais franchement, vraiment pas. Et je pense que toutes les personnes qui écoutent ou qui regardent ce podcast et qui ont déjà vécu une rupture amicale seront d'accord pour dire qu'il n'y a rien de pire dans la vie que ce sentiment de trahison intense qu'est la rupture amicale. Je voulais vous raconter mon expérience par rapport à ça et comment est-ce que je me positionne aujourd'hui dans mes amitiés. J'espère que ça va pas trop réveiller les triggers chez vous, mais si jamais l'épisode vous intéresse, vous êtes la bienvenue et restez avec nous. Alors, j'ai pas eu beaucoup d'amis toute ma vie, c'est pas un très grand secret, je crois que tout le monde le sait, j'en ai déjà beaucoup parlé, j'ai déjà même fait un épisode entier de podcast sur le fait que, j'ai jamais eu beaucoup d'amis et je suis très à l'aise avec ça aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant je suis à l'aise avec ça. Et ça, il faut en être fier. Et je préfère avoir peu d'amis, mais des amis fidèles, que être très entourée de gens qui finalement ne sont pas toujours là dans les bons moments, comme dans les pires. Et pour moi, c'est très important et ça a beaucoup de valeur à mes yeux. Ce qui veut dire aussi que au tout début, quand j'ai commencé à avoir quelques amis, on va dire quelques connaissances qui sont devenues des potes, qui sont devenus des amis, j'ai ressenti ce besoin de m'accrocher à eux parce que j'avais la sensation que c'était un peu les seuls amis que j'avais. Alors il fallait que toute mon attention aille vers eux parce que il fallait que je les garde précieusement, que je les choisie et qu'ils soient près de moi tout le temps et que comme j'en avais pas beaucoup, il fallait vraiment que je leur donne de l'importance. Donc, j'ai fait en fait une sorte d'hyper-attachement à certaines personnes de ma vie, à certains amis que j'ai pu avoir, qui m'ont conduit malheureusement à justement avoir des ruptures amicales absolument terrifiantes, absolument délétères, que je ne souhaite à personne. Ça sera d'ailleurs l'occasion pour moi de revenir sur certaines ruptures amicales qui font l'objet de certains dramas. Mais en fait, pour moi maintenant, écoutez, je pars du principe que l'eau a coulé sous les ponts et qu'il faut que ces personnes assument pleinement ce qu'elles ont fait. Donc je vais les balancer. Alors je ne vais pas dire leur nom parce que j'ai pas envie d'être poursuivie en justice pour délation. Mais néanmoins, si vous me suivez depuis assez longtemps, vous allez vite reconnaître certains visages. Ça va vous faire sourire. Allez, on commence tout de suite. Je vais vous parler de ma toute vraie première rupture amicale qui m'a laissé, on va dire, sur le cul. Je pense que c'est vraiment le terme. Je vais commencer par vous parler des ruptures amicales qui pour moi ont été très difficiles. Je vais rentrer dans les détails, je vais vous raconter le pourquoi du comment l'amitié s'est rompue. Je vais aller vraiment droit au but, ça va être difficile à entendre. Et puis, dans un second temps, je vais vous parler aussi de comment est-ce que j'ai réussi à surmonter ces ruptures amicales et comment j'ai réussi à les adoucir et aujourd'hui à ne pas retomber dans le même schéma et surtout ne plus jamais souffrir de la sorte. Quand j'étais à l'école, j'ai jamais vraiment eu de rupture amicale, à part des petits soucis. Je dirais que la première fois où je me suis vraiment rendu compte que les gens retournaient leur veste, c'est quand j'ai commencé à me faire harceler, évidemment, à l'école. Mes amis, avec des très gros guillemets, ils ont piffé le truc, ils se sont dit « Ouh, c'est pas super de rester à côté d'elle parce qu'elle est en train de se faire harceler. » Donc, je vais passer du côté des méchants, du côté des harceleurs, et je vais m'y mettre, moi aussi, m'en donner un cœur joie. Est-ce que je peux considérer ça comme des ruptures amicales ? Évidemment, j'ai perdu des amis, des gens que je considérais comme des amis à ce moment-là. L'investissement n'était pas tel dans mon cœur que pour que ça me détruise plus que de toute façon j'étais déjà détruite à ce moment-là, donc finalement ça change pas grand-chose. Donc tout ce qui est collège, lycée, hop, on enlève, ça compte pas dans mon cerveau. Je vais vous parler de ma vraie première rupture amicale, celle où vraiment je me suis dit les gens sont des fils de... et je m'arrêterai là.
Un jour, je rencontre cette meuf adorable. Je la rencontre dans le cadre de mon travail. C'était la meilleure amie d'une copine que j'avais rencontrée dans mon taf. Et très très vite, je me suis liée d'amitié avec elle. On se ressemblait sur plein de points, on avait les mêmes délires, on était dans le même milieu, on faisait le même taf. Elle était un peu plus âgée que moi. Et en fait, très vite, j'ai senti que je pouvais lui confier des choses par rapport à mes amis, par rapport à ma famille, par rapport à mon travail. Et on est devenus très fusionnels très vite. Déjà, là, il y a un red flag, mais bon, soit. Bon, je m'en étais pas rendu compte à l'époque. On est amis, c'est-à-dire que vraiment, elle rencontre ma famille, elle rencontre mes parents, elle rencontre mes potes, enfin bon voilà, je lui présente mes amis, elle vient avec moi à des soirées, donc vraiment, genre, je l'invite, je l'accompagne dans ma vie, je la mets même dans mon milieu professionnel, je lui donne accès à des opportunités pro, je la mets en avant, voilà, on fait plein de choses ensemble, et puis, un jour, je commence à sentir qu'il y a de l'eau dans le gaz, parce qu'en fait, elle commençait à faire des histoires avec des amis à moi que je lui avais présentés, donc j'essaye un peu de tirer le truc au clair, je me dis, tiens, c'est quand même un peu étrange, d'où ça sort en fait ces histoires. Elle faisait du chantage. Alors vraiment, c'est un trigger de ouf, mais je vais vous le dire, elle faisait un truc vraiment super trash, les gars. Elle faisait du chantage au suicide. C'est très très grave, hein. Et elle le faisait avec des amis à moi qui me disaient mais elle va bien, pourquoi elle fait ça? J'étais là mais je sais pas, elle m'en a pas parlé, je suis pas au courant, enfin bref, trop bizarre. Donc déjà je me disais c'est quand même un truc un peu chelou, mais bon bref. Et puis un jour, j'essaie de lui en parler mais elle fait comme si ça n'existait pas, donc je me dis bon c'est peut-être qu'elle a pas envie de m'en parler. Puis un jour, là où je commence à sentir qu'il y a des trucs un peu chelous, c'est que j'ai décidé en fait de la faire un peu travailler pour moi parce qu'en fait elle voulait m'aider dans mon boulot. Et à ce moment-là, c'est vrai que je cherchais quelqu'un pour m'aider à gérer mes mails, le début de mes partenariats, c'était un peu le début de l'influence et je galérais. Ma belle-mère travaillait pas encore avec moi et j'avais vraiment besoin de quelqu'un pour m'aider. Et comme en fait elle avait déjà un peu plus d'expérience là-dedans, bah, elle m'a proposé et j'ai dit bah écoute avec plaisir. Donc naïvement, je lui ai donné accès à ma boîte mail, à mes contacts, à tout ça, mon numéro de téléphone, des choses. En fait, elle avait accès à tout. En fait, c'était elle qui négociait à ma place. Et enfin, elle avait les contacts et elle faisait tout pour moi. Puis en fait, elle faisait la passation auprès de moi. Mais moi, j'avais entièrement confiance en elle, vraiment 100% confiance en elle. J'avais de 19-20 ans, j'avais 19 ans, je crois. Et un jour, on part en vacances toutes les deux avec un truc qu'elle avait 100% négocié. En fait, elle avait réussi à négocier l'hôtel gratuit grâce à moi parce qu'elle disait que j'allais faire du contenu pour eux. Moi, j'étais même pas au courant. Je l'ai appris quand je suis arrivée sur place. D'ailleurs, j'étais un peu là genre ah ok, moi je pensais qu'on partait en vacances, mais bon, c'est pas grave. Ok. Bref, et en fait, on était partis en vacances ensemble et à partir de ce voyage-là, je l'ai trouvé très bizarre, je l'ai trouvé très pushy. J'étais un peu en mode putain, il y a quand même un truc que j'ai du mal à comprendre. Je trouve qu'elle change en fait. Je trouve que son comportement avec moi change. C'est un peu bizarre. Mais bon, bref. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai plus trop de ses nouvelles. Hyper bizarre, j'espère qu'elle va bien, donc je lui envoie des messages, puis elle me répond pas trop, ou alors elle me répond hyper froidement. En parallèle, j'apprends qu'elle parle toujours en fait avec d'autres potes à moi, d'autres amis à moi. Je me dis, tiens, bizarre, pourquoi elle me répond plus et tout. Et je reçois un message de sa meilleure amie, qui là me dit, voilà Marie, que je connaissais aussi, elle me dit, Marie, il faut quand même que je te parle, il faut que je te dise quelque chose. Ça me met hyper mal à l'aise, mais voilà la discussion que je viens d'avoir avec cette personne. Et il faut que je te montre les screens parce que même si on se connaît pas trop, toi et moi, il faut que tu saches ce qu'elle dit dans ton dos. Je reçois, je sais pas, 60 screens de textos qu'elle avait envoyés à sa meilleure amie, dans lesquels elle dit t'inquiète mon cœur, elle parlait donc sa meilleure amie, t'inquiète mon cœur, j'ai vraiment, c'est bon, j'ai la main mise dessus, elle s'en rend même pas compte, j'ai réussi à choper tous les contacts, pour toi, pour moi, ça va être vraiment mais génial, tu vas voir, ça va nous donner accès à plein de choses, c'était trop facile, elle était tellement manipulable, franchement ça m'a pris juste un voyage toutes les deux et elle a cru qu'elle pouvait me faire confiance, j'ai son mot de passe et je vais changer les mots de passe, comme ça elle pourra plus avoir accès à sa boîte mail, et en fait, ça c'est dans les grandes lignes. Mais quand je vous dis qu'en fait, dans les screens, elle parlait aussi des amis que je lui avais présentés, de ma famille, de toutes les petites choses que je lui avais dit, où elle disait à sa meilleure pote que j'aurais jamais dû lui dire ça, parce qu'elle allait le balancer, parce que ça allait se retourner contre moi, parce qu'elle allait s'en servir contre moi, alors que c'était des choses hyper perso. Genre par exemple, je sais pas, le fait que je fumais à l'époque, je l'avais dit nulle part. Et bah elle, en fait, j'ai appris via les screens qu'elle m'avait déjà filmé à mon insu en train de fumer et qu'elle disait qu'elle allait le balancer sur les réseaux et le vendre à un truc de gossip à l'époque pour se faire de la thune, bah, pour me foutre dans la sauce quoi. Ça va vous sinon? Comment ça va vos amitiés? Vous êtes bien? Enfin je veux dire... ça va vous? Parce que moi, à ce moment-là, je peux vous dire que j'ai expérimenté pour la toute première fois de ma vie ce que c'était qu'une crise d'angoisse. J'ai confronté la meuf qui a quand même eu le culot au début de nier, alors que j'avais les preuves, et qui, mis devant le fait accompli, a défoncé sa meilleure pote en mode « d'où tu m'as balancé ?»
alors que la meuf était hyper problématique. Et en fait, tout le monde s'est arrêté de lui parler du jour au lendemain parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la meuf était archi toxique. Elle ne s'est jamais excusée pour ce qu'elle avait fait. J'ai attendu pendant très longtemps. Et un jour, j'ai reçu une vidéo parce qu'en fait, au lieu de m'appeler, au lieu de venir me voir, au lieu de faire quoi que ce soit, elle a juste coupé les ponts du jour au lendemain. Et un jour, elle m'a fait une vidéo qu'elle m'a envoyée dans laquelle elle s'excusait, mais vraiment avec des guillemets de ouf. J'ai halluciné parce que j'étais en mode, mais meuf, en fait, c'était un truc à me dire, viens me voir, en fait. Elle est jamais venue me voir, elle s'est jamais excusée. Quelques années plus tard, je l'ai recroisée à un événement, je pensais vraiment que j'allais jamais la recroiser. En fait, le truc, c'est qu'elle s'est grillée toute seule parce que moi, évidemment, j'ai balancé son blaze à tous les gens avec qui je taffais en mode, bah, cette meuf-là est méga dangereuse, vous devez pas bosser avec elle. Donc, en fait, elle s'est fait un peu blacklistée dans le milieu, mais bon, en même temps, tu peux clairement pas faire confiance à quelqu'un comme ça. Et en face de moi, tout ce qu'elle a trouvé à dire, c'est j'étais jeune, alors qu'elle était plus âgée que moi. Et j'étais en mode, bon, bah écoute, ma belle, c'est que t'as pas grandi. Aujourd'hui, elle est toujours sur les réseaux. Je l'ai déjà revue dans mon algo TikTok, ça m'a fait un peu sourire. Je sais pas ce qu'elle fait aujourd'hui, j'espère qu'elle a grandi, j'espère qu'elle a changé, j'espère qu'elle a compris. Je pars du principe que tout le monde change, mais je peux vous dire que ça a été la rupture amicale la plus... Ça a été la première d'une longue série. Parce qu'on n'apprend pas de ses erreurs tout de suite, il faut attendre un peu. Et ça a été horrible, traumatisant de ouf. J'ai plus jamais fait confiance à quelqu'un après ça, j'ai eu beaucoup de mal en tout cas. En fait, ça m'a rappelé toutes les vibes un peu harcèlement que j'avais vécu à l'école, de gens qui me parlaient derrière mon dos et tout. Et c'était la première fois aussi que j'avais affaire à quelqu'un qui se servait de moi professionnellement et ça m'a vraiment... ça m'a fait beaucoup de mal. C'était au-delà même de... Il y avait l'aspect amical, évidemment, sur lequel j'avais beaucoup misé. Et il y avait aussi le côté professionnel où vraiment je me suis rendu compte que toute cette amitié était fausse dès le départ. Et ça a été très très dur. Les 2 prochaines histoires que je vais vous raconter de manière très entremêlée, je les ai déjà racontées dans une vidéo sur YouTube, donc je vais pas forcément re-rentrer dans les détails, même si ne vous inquiétez pas, vous allez avoir quand même les croustilles, parce que j'ai quand même envie de vous parler d'autres types d'amitiés que ces amitiés-là. La deuxième qui a été très dure pour moi, c'est cette fille que j'ai fait rentrer dans ma vie parce qu'à l'époque, je cherchais quelqu'un avec qui je pouvais travailler et j'ai été sonnée d'apprendre que, en fait, non seulement c'était quelqu'un qui travaillait très bien, mais c'était aussi quelqu'un qui me correspondait beaucoup en termes de valeurs et en termes de personnalité, avec qui je me suis très bien entendue et avec qui, on peut le dire, je pense, j'ai eu un vrai coup de cœur amical. C'est vraiment devenu quelqu'un de très important dans ma vie très vite. C'est quelqu'un qui a habité chez moi, c'est quelqu'un qui a connu mes parents, ma famille, mes amis. C'est quelqu'un que j'ai vraiment fait rentrer dans mon privé. Elle connaissait tout de moi, tout de ma vie. Et puis... par la force des choses, j'ai appris qu'elle avait craché sur moi publiquement, et pas tellement. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu compliqué l'histoire, mais elle avait créé un second compte Twitter sur lequel elle disait des atrocités sur moi et des mensonges en plus de surcroît. Et quand elle a découvert que je savais, parce qu'évidemment un jour j'ai su, elle m'a dit, mot pour mot, qu'elle avait l'impression que j'avais violé son intimité parce que j'avais vu ses tweets où elle parlait de moi en mal et en plus de ça, c'était pas vrai. Et ce à quoi je lui ai gentiment répondu que si elle avait besoin d'intimité, elle n'avait pas à créer un compte Twitter parce qu'à partir du moment où c'est sur Internet, c'est plus tellement intime. En gros, elle avait l'impression que j'avais violé son journal intime, mais un journal intime, de base, c'est intime, tu vois. J'ai failli lui acheter un carnet, en fait. Donc voilà, ça a été horrible pour moi. Je vais même pas rentrer dans les détails parce qu'en fait, j'ai été brisée en 1000 morceaux. Je perdais mon amie, je perdais ma collaboratrice de travail. J'ai jamais compris pourquoi elle avait fait ça. Elle a essayé de me l'expliquer après. Finalement, aujourd'hui, on est en termes cordiaux. On s'est recroisés, j'ai pas forcément envie de réépiloguer sur le truc avec elle. On n'en a jamais reparlé en frontal. On a des copains en commun et donc du coup j'ai un peu lâché l'affaire parce qu'en fait je pense aujourd'hui très clairement qu'elle est passée à autre chose et qu'elle a clairement compris que ce qu'elle avait fait c'était de la merde. Et je laisse pas de deuxième chance, c'est-à-dire que moi j'ai plus envie d'être amie avec elle et je serai plus jamais amie avec elle parce qu'en fait moi tu me l'as fait à l'envers une fois, c'est fini. Je suis désolée mais je suis quelqu'un de très rancunier et j'ai beaucoup de mal en fait avec ça. Donc voilà, on sera plus jamais amis. Néanmoins, je sais que les gens changent parce que moi je change, tout le monde change. Et si aujourd'hui elle a trouvé la paix et qu'elle est en paix avec elle-même, alors c'est tant mieux. Et ça veut dire qu'elle a grandi et qu'elle a évolué. Et c'est tout ce que je lui souhaite. Mais en tout cas, j'évoluerai plus avec elle et je
Je pense que c'est réciproque également. Donc voilà, ça c'était une rupture amicale qui m'a beaucoup beaucoup peinée. J'avance sur la dernière rupture que celle-ci, vraiment je pense que vous connaissez, mais si vous ne la connaissez pas, alors celle-là elle est priceless. Des barres, je vais encore raconter cette histoire, à chaque fois que je la raconte c'est des barres. Je rencontre cette nana parce qu'en fait on est dans la même agence. Coup de cœur amical, trop sympa, jamais rencontré quelqu'un comme ça, elle me prend sous son aile, me dit putain mais trop mignonne, trop sympa, vraiment ça se passe trop bien. Enfin, je me sens vraiment écoutée, j'ai l'impression que j'ai une grande sœur et tout, mais quand même, je suis un peu sur mes gardes parce que je me suis déjà fait avoir 2 fois, donc on fait attention quand même, on fait attention, donc je donne quand même de moins en moins, au fur et à mesure que mes amitiés avancent, je donne moins ma confiance. Donc on s'entend super bien, tout se passe très très bien, et puis je commence à percevoir des petits warnings, mais vraiment rien de très alarmant, donc je me dis, écoute, c'est pas grave, ça doit être comme ça. C'est quelqu'un qui ne se sentait pas très bien dans sa peau. Je pense que c'est les raisons qui l'a amené à prononcer cette phrase que je vais vous donner juste après, et pourtant c'est pas une circonstance atténuante, mais a fortiori j'ai été obligée d'essayer de chercher des circonstances atténuantes pour expliquer son geste. Donc à l'époque j'avais énormément d'acné. Je sais pas si vous vous en souvenez, il y a quand même eu un moment dans ma vie où sur YouTube j'ai eu énormément d'acné. C'était vraiment mon plus gros complexe, mon plus gros trauma, le plus gros... Enfin c'était vraiment, c'était atroce, vraiment ça m'a fait énormément souffrir, et c'était vraiment quelque chose qui me complexait énormément, et elle le savait. Elle le savait parce que je voulais pas qu'elle me prenne en photo quand j'étais démaquillée, je voulais pas qu'elle me filme démaquillée, j'étais toujours très mal à l'aise quand j'étais démaquillée, et c'était vraiment quelque chose que elle savait, elle en avait conscience. Plusieurs fois je lui avais parlé de prendre des traitements lourds, etc. Elle m'avait dit tu devrais le faire. Enfin je veux dire voilà, elle était tout à fait au courant de mon malaise par rapport à ça. Sachant que c'est une meuf avec qui on a fait plein de voyages, on a fait plein de trucs, il y a même un moment où on faisait tout ensemble, c'est-à-dire qu'on faisait rien comme voyage ou quoi sans se mettre en plus un l'une et l'autre sur nos voyages respectifs, hein. Donc on en était quand même là. Et un jour, on fait ce voyage en Italie. J'avais été contactée à ce moment-là par Forbes pour faire la couverture de leur magazine. Donc moi, j'étais un peu au top de ma life. J'étais là, mais what? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin, incroyable. Et donc, on passe les entretiens avec Forbes, on les appelle au téléphone, on fait les rendez-vous, tout se passe bien avec mon agent. On se dit, putain, mais c'est incroyable, genre, je vais faire la couve de Forbes. Enfin, dinguerie, tu vois. Forbes France venait à peine de se lancer, donc j'étais en mode, putain, c'est ouf. J'étais super contente, j'étais très excitée. Et puis, à un moment donné, on n'a plus de nouvelles de Forbes. Genre, on les relance, on était là, bon, bah écoutez, il faudrait planifier le shooting, on sait pas trop. Enfin, on n'avait plus de nouvelles. Et littéralement, une semaine avant ce fameux voyage en Italie, Forbes sort et la couverture, c'est Caroline Receveur. Alors là, du coup, je suis un peu en mode waouh. Je savais plus quoi dire, j'étais en mode bon bah écoute, je pense qu'on s'est fait en fait, on en a conclu par la suite qu'ils avaient sûrement plusieurs meufs en balance, et finalement ils ont pris Caroline Receveur qui cartonnait à l'époque parce qu'elle avait lancé ses sociétés et ça fonctionnait de ouf en mode businesswoman et tout, et franchement good for her, enfin no shame. Je trouve que Caroline Receveur, elle a un parcours d'entrepreneuriat hyper inspirant, donc voilà, bah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et donc je vois ça évidemment un peu triste, un peu dépité, mais c'est surtout pas par rapport à elle, mais surtout par rapport à en fait Forbes qui en fait nous a jamais répondu alors que c'était eux qui vous... Enfin bref, le truc était chelou, et donc plus en mode bah vous aurez quand même pu nous prévenir. On est à table pendant ce voyage en Italie avec d'autres influenceuses et cette fameuse amie. Et je raconte cette histoire de Forbes, en fait, à table, pour dire, bah, en fait, c'est fou, parce qu'il y a eu ce truc et tout, et enfin, voilà, tout le monde parle dans l'influence un petit peu des trucs qui leur arrivent. Et je dis, donc, j'ai pas été sélectionnée, ils m'ont pas renvoyé de message, je sais pas ce qui s'est passé, Caroline Receveur a eu la couve, et voilà, j'aurais aimé qu'on me prévienne. Et là, mais de nulle part, en fait, c'est sorti, mais c'est un cheveu sur la soupe, la définition. Mon ami, avec des très gros guillemets, dit, bah, en même temps, je comprends Forbes, hein. Quand t'as le choix entre Enjoy Phoenix et ses boutons et Caroline Receveur la bombasse, le choix est vite fait. Rien que de le dire, je suis encore choquée. Autant vous dire que ça a jeté un froid sur la table. Je me retourne vers elle et je lui fais « T'es sérieuse là ?» Genre en mode quoi? Enfin, en plus, tu fais ça devant un client, tu fais ça parce qu'on était en voyage presse, tu fais ça devant un client, devant d'autres influenceuses. J'étais là, mais qu'est-ce qui te prend? T'es malade ou quoi? Et elle me fait, bah non, mais c'est vrai quoi, enfin, je veux dire, c'est évident, non? Et là, elle cherche l'approbation dans le regard de tous les gens autour de la table. Mais tout le monde la regarde en mode, tout le monde s'est mis à manger et à boire. Et là, mais moi, ni une ni deux, je fais, excusez-moi, je fumais encore à l'époque, je fais, excusez-moi, j'ai poussé la table, je suis partie, je suis allée fumer de clope. J'avais ma belle-mère au téléphone et j'étais là, la p***,
C'est pas ce qu'elle a dit. J'étais en larmes, mais j'étais choquée. J'étais là, mais comment elle a pu faire un truc pareil? Comment est-ce qu'elle a pu appuyer sur un truc que je lui avais dit? J'en ai marre. Et genre, j'ai pété un câble. Je pleurais. Je me rappelle, il y avait Karine à ce moment-là. Il y avait mon agent qui était là. Elle me dit, mais je comprends pas pourquoi elle a dit ça. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Je suis désolée pour toi. Je sais pas. Non, mais attends, il faut que je règle ce truc. En fait, on était vraiment, mais on savait plus quoi dire. On était choc-barre. Et moi, j'étais en larmes. Mais c'était catastrophique. J'étais là, putain, je me suis encore fait baiser. J'appelle Henri, parce que j'étais déjà avec Henri à ce moment-là. J'appelle Henri au téléphone, c'est pas ce qu'elle a dit. Henri était là, mais ta gueule. Il me croyait pas, en fait. Vraiment, je vous jure, j'étais choquée. J'étais là, je veux plus jamais lui parler. C'est terminé. Je veux plus d'amis. Je veux plus être amie avec personne. En fait, j'étais vraiment en mode, mais c'est pas possible. Enfin, en fait, comment tu peux faire ça à quelqu'un? Comment tu peux, au-delà même de l'aspect genre je t'écrase parce que j'ai besoin de me sentir supérieure ou je le fais devant un client et tout, c'est juste d'un aspect humain. On a fait des voyages ensemble, j'ai des souvenirs avec elle, je lui ai raconté des choses hyper privées de ma vie. On était proches, quoi. Et comment tu peux considérer que quelqu'un est ton ami quand tu lui fais un truc comme ça, quand tu dis quelque chose comme ça? Moi, mon amie, elle me dit un truc comme ça, je dis putain, mais c'est vraiment des cons, ils auraient pu te prévenir, enfin, je sais pas. C'est mon ami, quoi. Je l'aurais défendu, j'aurais trouvé un truc à lui dire, mais pas ça. Et vous savez ce qu'elle a dit derrière? Elle a dit, bah j'ai juste été honnête, quoi. Je pensais pas que l'honnêteté, ça pouvait faire ça. Mais il y a pas d'honnêteté là, c'est juste de la méchanceté. Donc à partir de là, évidemment, je ne lui ai plus jamais parlé. Je pense que vous vous en doutez. Ça aurait pu s'arrêter là, mais j'étais en voyage pro, donc fallait quand même que je reste professionnelle. Le lendemain, on faisait un petit tour sur un bateau. Je me rappelle, on était au lac Como. C'était hyper beau. En plus, on faisait un petit tour en bateau. On devait faire du contenu pour une marque. Et en fait, elle avait été mandatée pour prendre des photos. Et en fait, elle fait des vidéos et des photos de toutes les autres influenceuses. Et puis au bout d'un moment, elle arrive vers moi. Elle fait, bon, bah, je vais filmer avec tes yeux parce que je sais que t'aimes pas trop quand on filme ta peau. J'étais en mode, mais tu veux que je te pousse dans l'eau là? Enfin, il se passe quoi là? Ça va pas? Genre, t'as pas suffisamment enfoncé le couteau hier soir et t'as pas suffisamment pris conscience que ce que t'avais dit, c'était vraiment de la grosse merde. Et en plus de ça, tu m'en as pas parlé, tu t'es pas excusé, t'es pas venu me voir. Et là, tu me remets le truc dans la... Je dis, mais t'es complètement folle. J'ai regardé comme ça, j'ai fait, non, mais ça va aller. J'ai tourné les talons. Donc, comportement de mean girl, au-delà du raisonnable, une incompréhension totale. Je n'ai jamais eu d'explication. J'ai complètement coupé les ponts avec cette personne. C'est la dernière grosse rupture amicale que j'ai eue de ma vie. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que j'allais plus jamais laisser rentrer des gens à cette hauteur d'intimité dans ma vie. Je voulais plus jamais que ça m'arrive, tellement ça m'avait blessée. Voilà, vous avez eu en fait finalement les trois grosses histoires, les trois plus grosses ruptures amicales que j'ai eues de ma vie. Elles ont toutes les trois un rapport avec mon travail d'ailleurs. Quand on fait le parallèle, on se rend compte que évidemment à chaque fois c'était des amitiés plutôt intéressées qui malheureusement se sont très mal terminées forcément. J'ai d'autres amitiés qui se sont ternies et qui ont simplement cessé d'être avec le temps, avec le fait que voilà, je déménage, je parte, nos valeurs sont différentes. J'ai d'autres amitiés comme ça que j'ai perdues, mais juste parce que tout simplement c'est la vie, hein. On s'éloigne, on se fait des nouvelles connaissances, on se fait des amis à droite à gauche. Il y a des amitiés qui survivent à des déménagements, il y a des amitiés qui ne survivent pas. Il y a des amitiés aussi qui survivent à des couples, il y a des amitiés qui ne survivent pas à des couples. Et voilà, et en fait, j'ai pas du tout d'amertume envers d'autres personnes que j'ai pu perdre de vue. Je sais juste pourquoi on s'est perdu de vue et c'est pas grave, ça veut pas dire qu'on se retrouvera jamais, ça veut juste dire que c'est la vie et ça je les compte pas du tout comme des ruptures amicales. Pour moi la rupture amicale c'est vraiment le moment où comme le nom l'indique, il y a eu un point de rupture, un moment où là j'ai pris conscience que c'était plus gérable et enfin c'était plus possible et que je souhaitais plus avoir ces personnes dans ma vie en fait, tout simplement. Mais maintenant, du coup, que je vous ai dit tout ça, comment est-ce que je suis passée au-dessus? Puis surtout, comment est-ce que j'ai fait en sorte que ça ne m'arrive plus jamais? Parce que ça, cette histoire, c'était il y a quand même 6 ans. Et depuis, ce n'est plus arrivé. Donc, c'est peut-être que j'ai craqué le code. Donc, je vais essayer de vous donner un petit peu mes astuces. Déjà, pendant un temps, j'ai quand même vraiment questionné ma manière de gérer mes amitiés. J'ai réalisé, en fait, avec l'expérience, que donner trop vite notre confiance et ouvrir trop vite les portes de notre intimité à quelqu'un, c'était évidemment pas une bonne idée. Alors, de prime abord, ça semble assez évident quand on le dit comme ça, sauf que quand on est dans une amitié, ou ça marche aussi dans un couple, hein, on aime tellement la personne qu'on a envie de lui donner accès, en fait, à tout, parce qu'on se dit qu'elle le mérite et que, en fait, c'est aussi, pour certaines personnes, et moi j'ai beaucoup été comme ça, un moyen de rapprocher la personne de moi. C'est-à-dire que je sais pas pourquoi je faisais ça, mais je me suis toujours dit que si j'ouvrais un peu les portes de mon intimité à quelqu'un, ça lui montrerait que je lui fais confiance et donc ça me permettrait de gagner plus vite son amitié ou son affection. Je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça.
J'ai pas trop l'explication, mais en tout cas, c'était comme ça que je fonctionnais. Sauf qu'évidemment, l'histoire m'a prouvé que ce n'était pas nécessairement une très bonne méthode. Et donc, dans les nouvelles amitiés que j'ai pu développer, j'ai bien évidemment évité de faire ça. C'est-à-dire que ça m'a demandé beaucoup d'efforts parce que quand je m'entends bien avec quelqu'un, j'aime bien lui partager des choses sur moi parce que je trouve que c'est important, comme j'attends aussi en retour qu'il ou elle me partage des choses sur lui ou elle. Et en fait, je pense que la vie fait bien les choses parce que je suis tombée sur des gens qui étaient peut-être un peu dans une dynamique plus saine aussi en termes d'amitié et qui, eux, ne m'ont pas posé des questions sur moi, sur mon intimité, tout ça, mais ne m'ont pas non plus partagé des choses de leur intimité. Et du coup, la barrière naturelle s'est créée, en fait, sur les choses qu'on accepte de dire pour l'instant et les choses qu'on n'accepte pas de dire. Et j'ai un exemple très précis d'un ami à moi aujourd'hui, qui est un très bon ami, qui a attendu quasiment 3 ans avant de me partager un truc assez intime sur lui que je ne savais pas, et qui pourtant est important du coup. Et le jour où il me l'a dit, je l'ai vraiment regardé comme ça, et j'étais en mode, mais tu me l'as jamais dit? Et là, il m'a fait, non. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit, on est amis maintenant. Et alors là, là, les gars, il y a eu un truc dans mon cerveau qui a fait, wow, mais moi, t'es mon ami depuis le départ. Il me dit, maintenant, on est amis. Et là, j'ai fait, ah, mais... Vraiment, en fait, c'est là que j'ai capté que ma manière de gérer mes amitiés était complètement broken parce que je me suis dit, ok, mais il y a un délire. Et en fait, ça m'a touchée, évidemment, mais surtout, ça m'a fait prendre conscience que l'amitié, ça prenait du temps. Et qu'une amitié saine, ça se travaillait autant qu'un couple, qu'une relation amoureuse, et que c'était du vrai travail pour avoir le côté très, très sain. De la même manière que tu dois accorder du temps à tes amitiés. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens, que j'ai encore beaucoup de mal à faire. Et d'ailleurs, pour la toute première fois de ma vie, et c'est pour ça que je pense que je découvre que je suis dans des amitiés saines, c'est que on m'a fait comprendre il n'y a pas très longtemps que parfois je pouvais être une mauvaise amie parce que je donnais pas assez de nouvelles ou parce que je voyais pas assez les gens ou que je prenais pas assez le temps pour eux. Au début, je trouvais que c'était un peu dur parce que j'étais en mode, ouais, mais c'est mon fonctionnement. En fait, j'ai pas la sensation de devoir donner beaucoup de nouvelles. Ça veut pas forcément dire que t'es pas mon ami, ça veut juste dire que, en fait, ma vie est très chaotique et que des fois, j'ai du mal à trouver du temps. Très souvent, j'ai du mal à trouver du temps. Et en fait, au lieu d'avoir une réaction négative de leur part qui allait me dire, ouais, en fait, du coup... en fait ça me convient pas donc on se parle plus. Eux-mêmes ont pris de la distance et c'est moi en fait qui ai dû réaliser que eux avaient pris de la distance et là j'ai réalisé que s'ils avaient pris de la distance c'est qu'il y avait un problème et en les confrontant ils m'ont dit si tu prends de la distance moi je prends de la distance aussi. Et là j'ai compris que en fait l'amitié saine c'est aussi une amitié qui se construit et pour laquelle tu dois prendre du temps et pour laquelle tu dois faire des efforts et ça m'a vraiment permis aussi de revoir mes priorités aussi concernant mes amitiés. C'était hyper intéressant de voir ça avec eux et donc le fait de travailler une relation, y compris amicale, te fait prendre conscience que tu peux moins te planter et tu peux moins avoir de rupture amicale violente quand en fait tu prends le temps de poser les bases de ta relation dès le départ. Tu prends le temps dans l'intimité, tu prends le temps dans le temps que tu prends pour eux ou pas, tu prends le temps dans comment tu choisis de partager les choses, comment tu choisis de gérer l'amitié avec eux. Et vraiment, de considérer ma relation amicale comme une relation amoureuse m'a vraiment permis de ne plus être quasiment codépendante de l'ami que j'ai. Parce qu'en fait, comme je vous le disais, les trois ruptures amicales qui ont été dévastatrices chez moi, c'est 3 fois des amitiés où je me suis donné all-in, où en fait, j'ai même pas réfléchi. Genre, j'y suis allée à fond les ballons. Comme si, en fait, il y avait pas de risque qu'elle me la mette à l'envers. Alors qu'en fait, si. Et depuis qu'en fait, j'ai considéré différemment mes amitiés en me disant, en fait, il faut prendre le temps, c'est comme une relation amoureuse, je peux vous dire qu'en fait, maintenant, il y a plus de bienveillance, il y a plus de discussions, et il y a moins de coups de Trafalgar, hein. On va pas se mentir, hein. En tout cas, ça fait 6 ans que ça m'est pas arrivé d'avoir une déception amicale. Alors évidemment, ça ne m'empêche pas d'avoir de temps en temps des petits bails avec certaines de mes amies où des fois je suis pas d'accord, ou des fois on s'entend pas, ou des fois elles font un truc que j'aime pas, ou je fais un truc qu'elles aiment pas. Ça arrive évidemment. Des fois on peut être un peu en froid, mais des vraies ruptures amicales comme ça, des moments où tu sens que l'autre va faire une grosse merde, va faire de la grosse merde, ça m'est plus arrivé. Donc ça, c'est un peu mon mode d'emploi aujourd'hui pour éviter d'avoir ces grosses ruptures amicales, même si évidemment on n'est pas à l'abri que ça arrive, parce que il se peut très bien qu'un jour quelqu'un pète un câble, ça peut se passer, on touche du bois, on croise les doigts pour que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. En tout cas, je fais tout pour que ça n'arrive plus. Je me mets plus, moi, en danger, c'est surtout ça. Le plus important là-dedans, c'est parce que peut-être que vous écoutez cet épisode et que vous êtes vous-même en train de passer par une rupture amicale qui est très dure à supporter. Comment
j'ai fait pour passer au-dessus? Comment on fait pour passer au-dessus d'une rupture amicale? Comment on réapprend à faire confiance aux gens? Déjà, la première chose que je veux dire, c'est que c'est pas parce que vous avez eu une rupture amicale que tous les gens sont des gros cons. C'est un petit peu comme quand t'as une rupture amoureuse. C'est pas parce qu'un mec te l'a fait à l'envers que tous les mecs vont te la faire à l'envers. C'est pas parce que t'as eu un jour un ami qui te l'a fait à l'envers que t'en auras plus jamais et qu'il faut plus que t'aies d'amis. Vraiment. Parce que si tu penses comme ça, tu vas être dans la méfiance toute ta vie des gens qui t'entourent et c'est pas chouette. C'est juste pas chouette. Tu vas pas passer ta vie à te méfier de tout le monde, à rester en autarcie parce que tu te dis que en fait un jour on va te faire du mal. Je sais que c'est désagréable. Je sais que le risque est gros et il est fort probable que si vous essayez de nouer une amitié avec quelqu'un, vous allez forcément mettre de l'affect et si cette personne bafoue votre confiance, vous allez être blessé. Ça peut arriver. Mais en tout cas, le jeu en vaut la chandelle, c'est ce que je dis toujours. Donc déjà, s'il vous plaît, si vous êtes en train de vivre une rupture amoureuse ou amicale, ne perdez pas espoir. C'est pas parce que c'est arrivé une fois que ça arrivera 10 fois. Ça peut arriver 3 fois. Ça peut arriver 4 fois. Mais à un moment donné, ça va pas arriver 10 fois, ok? Tranquille. Le meilleur conseil, évidemment, et ça vaut pour tous les types de ruptures, il n'y a pas de baguette magique. J'aurais aimé vous donner la solution, hein, vraiment. Il n'y a pas de baguette magique. Il faut attendre. Le temps, c'est vraiment ça qui fera passer la pilule plus facilement. Dans n'importe quel type de rupture, il faut vraiment passer par toutes les phases du deuil. C'est désagréable, vous allez perdre confiance en vous, en l'autre, vous allez ressentir de la trahison, de l'injustice, de la tristesse, du mépris, de la colère. Vous allez vraiment passer par toutes les palettes d'émotions possibles et inimaginables. Et en même temps, c'est normal parce que vous venez de perdre quelqu'un qui vous est cher. Pour moi, une rupture, c'est comme un deuil, littéralement. C'est comme un deuil. C'est faire le deuil non seulement de la personne que tu perds, mais aussi de toute une amitié qui a été et qui peut-être est remise en question parce qu'au moment où l'amitié se brise, c'est hyper humain de tout remettre en question. De se demander en fait si toute cette amitié a un jour été vraie, si elle a un jour été sincère, si elle a été pure, si elle a été honnête. Finalement, qu'est-ce qui ne l'a pas été? Où a été la faille? Qui nous avait prévenu qu'on n'a pas écouté? En fait, on remet tout en question. Et je pense que c'est ça le plus dur et c'est ça qui fait que parfois, les ruptures, de manière générale, sont longues à guérir parce qu'en fait, non seulement il faut faire le deuil de la personne, mais aussi on ressasse tout. On ressasse et encore et encore et encore et encore. Et ça, du coup, c'est ça que je voulais dire qu'il y a un deuxième conseil, c'est que moi, ce que j'ai fait, c'est très simple, c'est que j'ai exorcisé le truc. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ça m'est arrivé, j'ai appelé ma belle-mère ou j'ai appelé Karine et je leur ai raconté l'histoire. Je l'ai raconté une fois. J'ai raconté une fois avec tous les cris, tous les pleurs, toutes les larmes, tout l'énervement, toute la colère possible et imaginable. Et après, j'ai arrêté. Et après, j'ai dit c'est stop, je raconte plus cette histoire parce qu'en fait, plus je vais continuer à la faire vivre, plus le deuil va être long. En fait, pour moi, les gens qui ne guérissent jamais d'une rupture amoureuse ou amicale, c'est des gens qui vont constamment ressasser cette histoire. Plus tu vas la ressasser, plus tu vas te la rappeler, et plus tu vas avoir du mal, et plus tu vas mettre du temps à guérir. Toutes les meufs que j'ai rencontrées, ou tous les gars que j'ai rencontrés, qui me parlent encore aujourd'hui de leur ex d'il y a 5 ans, c'est des gens qui ne feront jamais le deuil tant qu'ils arrêteront pas d'en parler. C'est une dinguerie. Des fois, je leur dis, mais t'en as pas marre de parler d'elle ou t'en as pas marre de parler de lui? Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça y est, quoi. Enfin, c'est bon. S'arrêter, en fait. Mais non, c'est des gens qui continuent à en parler. Pourquoi? Bah, ça, seuls eux ont la réponse, évidemment, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que tu peux pas guérir de quelque chose si toi-même, sciemment, un jour, tu décides pas de dire maintenant c'est stop. Moi, ces personnes-là, elles m'ont tellement fait souffrir qu'à un moment donné, elles ne méritaient pas plus de mon temps, pas plus de mon énergie, pas plus de ma tristesse. J'ai trop pleuré pour ces personnes-là et donc j'ai juste décidé que c'était terminé. Et donc à un moment donné, c'est terminé, c'est fini, je ne reviendrai pas en arrière. Et en plus, ce qui m'a vraiment beaucoup aidée, c'est que je suis très rancunière. Donc en fait, il y avait même pas ce côté, j'ai jamais eu d'empathie pour ces personnes-là en fait, parce qu'elles m'avaient fait tellement souffrir que en fait dans ma tête c'était terminé. Et donc c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidée à surmonter cette rupture, c'est que je pouvais pas être plus triste que le mal qu'elle m'avait fait. Et donc j'ai sciemment décidé que la dose de douleur qu'elle m'avait infligée, c'était suffisant. Et que j'allais pas en plus, moi, en rajouter une couche. Donc c'est moi qui ai décidé de pas souffrir plus. Parce que pour moi, elle le méritait pas. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé à surmonter la douleur. C'est qu'à chaque fois que j'y repensais, je me disais, non, t'as assez pleuré. Non, t'as assez souffert. C'est bon. On n'est pas obligé d'en reparler.
Aujourd'hui, j'en reparle, je vous ai raconté cette histoire, là, je vous les raconte aujourd'hui. Vous allez pouvoir me dire, mais là, tu ressasses. Mais c'est juste que vous m'avez demandé de vous parler de mes amitiés, de mes ruptures amicales. Je vous les raconte. J'ai plus d'animosité envers elle, sauf envers une, j'avoue. C'est la vérité. Ça me saoule encore parce que je trouve, en fait, aujourd'hui, avec un regard d'adulte, que ce que cette personne a fait est ignoble. C'est ignoble. Je ne ferai ça à personne de ma vie. Vraiment. Et donc, en fait, c'est plus mon cerveau d'adulte qui réagit à un traitement infligé d'un être humain à un autre être humain. Je sais pas si c'est clair. C'est plus, en fait, un point de vue extérieur que, genre, plus mon prisme à moi envers elle. Lors d'une rupture amicale, ce que je trouve aussi important, et ça va, je pense, détourner votre attention, en tout cas c'est ce que je crois, je suis quasiment sûre que ça détourne l'attention de ouf, c'est qu'à un moment donné, si vous remettez uniquement la faute sur la personne qui vous a fait du mal, vous n'allez jamais pouvoir grandir non plus. Ça c'est un petit peu comme dans toutes les relations, comme dans toutes les ruptures finalement. Je trouve que c'est aussi important de se poser des questions du pourquoi, du comment, de se remettre en question soi-même en fait. Qu'est-ce que j'ai fait qui a pu mener à ce genre de comportement ? Moi par exemple, je le sais, si ces meufs-là se sont comportées avec moi comme ça, c'est parce que je leur ai laissé la porte pour le faire. Je leur ai laissé, littéralement, le champ des possibles était ouvert pour elles. Elles avaient toute la possibilité de me faire du mal. Je les ai fait rentrer dans mon intimité beaucoup trop vite. Je leur ai donné des contacts professionnels sans me méfier d'elles. Donc du coup, là, le truc sur lequel moi j'ai travaillé derrière, c'est ma naïveté. Clairement, c'est ma naïveté. Je me suis remis en question. Je me dis, mais là, par contre, faut que t'arrêtes en fait d'être... t'es pas dans le monde des bisounours, Marie. Va falloir te réveiller un grand coup. Et donc, c'est ça qui m'a aidé à me remettre en question aussi. Je me suis remise en question, comme dans n'importe quelle rupture, parce que si tu es toujours entièrement persuadé que la faute vient de l'autre, alors tu reproduiras toujours les mêmes erreurs. Ce qui m'a permis, en fait, de faire l'erreur 3 fois et pas 40, c'est parce qu'au bout de la 3e fois, je me suis dit, bon là, faudrait peut-être que tu comprennes, en fait. Faudrait peut-être que tu te remettes en question, Marie, parce que c'est pas normal. Si ça t'arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est potentiellement qu'il y a un bug dans la matrice, c'est que tu laisses quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, qui est pas bon. Et une fois qu'en fait, t'as compris que le problème venait aussi de toi, et que tu règles ce problème-là, généralement, t'es pas un chat noir, ça va pas continuer à t'arriver encore et encore et encore. Puisque si tu repères les schémas, si tu repères les patterns, à un moment donné, ça va s'arrêter. Et donc ça, c'est aussi mon conseil à moi. Si vous avez l'impression que vous êtes constamment toujours dans les mêmes schémas, rupture amicale ou pas d'ailleurs, questionnez toujours tiens, mais ça fait écho à quoi en fait ? C'est quoi d'où ça vient ? Quelle est l'erreur que je fais toujours ? Ou alors quel est le comportement que j'ai à chaque fois ? Qu'est-ce qui se répète ? Pour essayer en fait de le modifier et que ça n'arrive plus. Et moi, c'est ce que j'ai appliqué et pour le coup, amicalement parlant, là, je crois que je suis bien. Alors, je suis pas la meuf avec le plus d'amis au monde, mais ça, c'est mon choix personnel aussi. Mais je suis OK avec ça. Et honnêtement, les amitiés que j'ai aujourd'hui, j'en ai pas beaucoup, mais elles sont saines. Et je suis contente parce que je reviens de loin, quoi. Je reviens de loin. Et surtout, il y a eu un moment où je me suis vraiment dit, en fait, là, c'est bon, j'arrête. Bah là, le dernier que je vous ai raconté, là, où j'ai vraiment pété mon câble, j'étais hystérique avec ma clope, là, je vous ai raconté cette histoire. Bah là, vraiment, à partir de ce moment-là, il y avait eu un point de rupture. Et j'ai dit, mais là, c'est fini. Là, c'est fini, les copines, là. Plus jamais je parle à quelqu'un, vas-y, je trace ma route. Au final, ben non, t'en reviens en fait parce que tu guéris, parce que tu comprends, parce que t'avances. Mais je sais que c'est difficile parce que, surtout qu'en plus, c'est quand c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Moi, j'ai jamais eu d'amis d'enfance, donc du coup, j'ai jamais eu en fait la tristesse par exemple de perdre un ami d'enfance, ce genre de choses. Moi c'était des amitiés qui avaient 2 ans, 3 ans grand max, mais je peux comprendre la douleur en fait que c'est de perdre quelqu'un avec qui t'as passé toute ton enfance, toute ton adolescence, même, alors moi ça c'est un peu ma phobie, mais tu sais genre, c'est pas par exemple des gens que t'emmènes à ton mariage et en fait après tu leur parles plus parce qu'ils te font un coup à l'envers alors que c'est ton témoin de mariage, ma phobie. Non, vraiment, ça me fait vraiment peur parce que tu te dis, c'est quand même des gros trucs comme ça. Et donc, moi, ça m'est jamais arrivé. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut diminuer ce que j'ai vécu. Mais je sais que ça peut être très difficile. Et donc, j'espère que si vous passez par un moment comme ça, bah, vous allez vite en sortir parce que c'est très désagréable. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Ne vous en voulez pas non plus pendant des années d'avoir fait confiance à quelqu'un qui a bafoué votre confiance ou qui vous a fait du mal. Parce qu'en fait, des erreurs, on en fait tous. Et c'est humain, c'est normal. Enfin, je veux dire, on est quand même un être qui vit en communauté. Donc, en fait, c'est aussi... c'est la vie, ça fait partie du processus. Malheureusement, il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres en amour et en amitié. Et il y a des gens comme ça qui ont, j'estime, qui ont leur croix à porter. Et on dit toujours que quand une âme incarne un corps sur cette terre, elle vient parce qu'elle a encore des choses à guérir d'une vie antérieure. Et moi, ça, j'en suis sûre. Enfin, c'est vraiment, ça fait partie de mes croyances. J'en suis convaincue que tu es incarné sur cette terre pour résoudre des problèmes que tu as eu avant ou pour
faire des choses que tu devais faire et que t'as pas faites. Et ben moi, je suis entièrement persuadée que le facteur amical, l'amitié, c'est un truc que je dois régler dans cette vie-là. J'en suis sûre, je le sais, parce que c'est vraiment un point de trigger que j'ai vraiment qui est très fort. Et je me dis que il doit y avoir un truc à travailler et c'est comme ça. Chacun sa croix. On vient tous sur Terre avec une mission de vie. On a tous nos fardeaux qui vont avec. Et moi, ça, c'est un de mes fardeaux et c'est un des trucs sur lesquels je travaille. Et c'est comme ça, c'est la vie. Mais il faut pas pour autant se braquer parce que même si ça coule pas de source, et même si c'est pas toujours très évident, même si parfois c'est un peu douloureux, le jeu en vaut toujours la chandelle. Mais il faut juste apprendre aussi, je crois, à se prioriser quand on sent que c'est nécessaire. Et comme je dis, c'est comme tout. C'est jamais un long fleuve tranquille. Il y aura des moments dans votre vie où vous allez avoir des super amitiés avec des gens et parfois ça va se briser. Il y a des moments où vous allez être un petit peu plus seul et c'est ok parce que c'est peut-être que vous avez autre chose à vivre et c'est pas grave. On n'a pas tous le besoin d'être toujours entouré de plein de gens. Et je terminerai par dire que on n'est pas obligé d'avoir des amis. On peut très bien vivre sans, très sincèrement. On peut vivre sans. Votre meilleur ami, ça peut très bien être la personne avec qui vous êtes en couple, ça peut être votre frère, votre sœur, ça peut être votre cousine, votre cousin, ça peut être personne aussi. Vous pouvez ne pas en avoir. Et c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. Si vous êtes bien avec vous-même, si c'est une situation que vous avez choisie, je précise, pas que vous vous êtes infligé, mais que vous avez choisi, et alors chacun fait ce qu'il veut. Et surtout, il n'y a pas de règles, en fait. Et ça, c'est le plus important. C'est que si vous avez décidé que c'était assez pour l'instant, c'est assez pour l'instant. Et si vous n'avez pas d'amis pendant 3-4 ans, c'est pas très grave. Peut-être qu'un jour, vous en aurez ou pas. En fait, le plus important dans tout ça, c'est d'être à l'aise avec ses décisions. De vivre des choses par choix et pas de les subir parce qu'on nous les a imposées. Et ça c'est vraiment le plus important, que ça soit en amitié, en amour, dans le travail, dans les passions, peu importe. Ça, c'est vraiment être en pouvoir de ce qu'on décide de vivre et pas toujours sous une pression constante de « je fais ça parce qu'en fait, j'ai vécu ça ». Ça, c'est vraiment le pire truc. En fait, expliquer, par exemple, dire « j'ai pas d'amis parce qu'en fait, on me l'a toujours mis à l'envers », c'est un truc que j'ai eu tendance à dire pendant longtemps. Et en fait, aujourd'hui, je réalise que c'était juste parce que j'avais trop peur, en fait, de retenter l'expérience avec quelqu'un et peut-être aussi de découvrir que c'était chouette d'avoir des amis. Que des fois, on a peur d'avoir... Parce que des fois aussi, on a peur d'être heureux. Ça, c'est... Oh mais ça, les gars... En plus, j'en ai déjà fait un épisode, mais c'est vrai, c'est très vrai. Parfois, on a peur d'être heureux. Peut-on avoir peur d'être heureux ? La réponse, c'est oui. Voilà, merci pour cet épisode de podcast. C'est tout. Ma psy qui va m'appeler après cet épisode, elle va me dire ça va, t'as plus besoin de moi, tu veux qu'on s'appelle. Elle va me tuer. Voilà, c'était un long épisode, je sais même pas combien de temps il a duré sur les ruptures amicales. Je pense que j'ai ressassé pas mal de choses dont je vous avais déjà parlé, mais pour les gens qui le savaient pas, voilà, vous savez tout maintenant. Vous avez eu tous les potins, tous les dramas, tous les croustilles. Évidemment, pour se donner du good karma, on va souhaiter du bonheur à ces personnes en espérant qu'elles ne reproduisent jamais ça avec d'autres personnes. Voilà, je leur souhaite tout le bonheur du monde. C'est dur à dire quand on s'est fait avoir comme ça, mais il faut le penser. Il faut le penser parce qu'il faut avoir du bon karma. Sur ce, les amis, prenez bien soin de vous. Si vous passez par une rupture amicale, bon courage, ça va bien se passer, sachez que tout passe. Ciao.